Pour nous parler de la Morrigan aujourd'hui, Noémie Beck, qui est maître de conférences en civilisation britannique et irlandaise à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, actuellement en délégation à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Noémie. Bonjour Frédéric. Tu as soutenu une thèse en études anglophones et celtiques, dont le titre s'inscrit ici. Tu es spécialiste des folklores et mythologies celtiques, et plus particulièrement de littérature médiévale et aussi de littérature orale. Je tiens à préciser que tu es cofondatrice avec Gaëlle Illy et moi-même de cette chaîne imaginaire celtique. La Morrigan est une figure féminine irlandaise qui est importante dans le panthéon irlandais et le panthéon celtique. Plusieurs pays celtiques y font référence. J'espère que je n'ai pas tort en disant ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? On peut commencer par exemple en parlant de son nom. Est-ce que je prononce bien déjà en disant la Morrigan ou est-ce que ça se prononce différemment ? Alors, il y a deux façons de prononcer le nom de la Morrigan. En ancien irlandais, on va dire Morrigan, donc on va prononcer le G comme dans Lug. En irlandais moderne, on ne va pas le prononcer, on va dire Morrigan, comme dans Lou. Quels sont les principaux attributs de la Morrigan ? Qui est cette déesse ? Alors, la Morrigan fait partie donc des Tuatha Dé Danann, des tribus de la déesse Dana, qui rassemblent tous les grands dieux irlandais. Elle est le plus souvent connue comme étant une déesse de la mort, de la destruction et de la guerre, mais on pourra développer cette idée. Elle est aussi une déesse de la terre, une déesse de la fertilité, une déesse qui est liée à l'eau, et bien sûr une déesse de la souveraineté, puisque c'est une reine. Donc elle fait partie de la famille des dieux irlandais, les Tuatha Dé Danann. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur sa généalogie, la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un de particulier ? Alors, sur la généalogie, on n'a pas grand-chose. On sait que, dans certains textes, elle est associée au Daï, au Dagda. Elle est sa femme. D'autres textes disent qu'elle est la femme du dieu de la guerre, Net. Ensuite, on peut considérer qu'elle peut avoir deux sœurs. Ça, après, c'est une autre idée qui est possible. Est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient, son nom ? Elle s'appelle la Morrigan, mais est-ce qu'il y a une étymologie qui a été proposée par les chercheurs au cours des années passées ? Alors, il y a 3 étymologies qui ont été proposées. La première est une étymologie fantaisiste, qui est vraiment à mettre de côté. L'idée a été de lier étymologiquement le nom de la Morrigan irlandaise au nom de la fée Morgane du roman arthurien. On a tenté de relier le premier terme de la Morrigan mort à la mère, le mort mère en irlandais, mais finalement, dans les noms composés en irlandais, ça n'est pas possible. Ces 2 autres étymologies sont en lien avec l'écriture du nom. L'écriture la plus récente, Morrigan avec un O long, est assez simple au niveau étymologique. Le mort avec un O long veut dire grand, grande, donc c'est la grande reine. Maintenant, l'écriture la plus ancienne est celle de la Morrigan avec un O court, donc sans fadin, et c'est Whiteley Stoke qui a rapproché ce terme avec un terme en O germanique, Mara, qu'on retrouve aussi aujourd'hui en anglais, nightmare, et en français cauchemar. Ce terme veut dire fantôme ou de l'autre monde, donc ce serait la reine fantôme ou la reine de l'autre monde. Et c'est vrai que c'est l'étymologie que je préfère parce que c'est l'écriture du nom de la Morrigan qui est la plus ancienne. C'est une déesse de la mort, de l'autre monde, donc pour moi ce serait l'étymologie à retenir. On se rend bien compte que selon les textes, ça peut être variable, mais est-ce qu'on a une idée de la biographie, on va dire mythologique de la Morrigan ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Quels sont les grands épisodes mythologiques qu'en général on rapporte sur la Morrigan ? Comme c'est une déesse de la guerre et de la mort, elle est le plus souvent associée aux 3 grandes batailles mythiques de l'Irlande. Donc la première bataille de Moytira de Cang, qui est un texte qui est finalement assez tardif, qui date du XVe siècle, qui oppose les Tuatha Dé Danann aux Firbolg. Elle apparaît aussi dans la seconde bataille de Moytira, qui est un texte plus ancien qui date du XIIe siècle, qui oppose les Tuatha Dé Danann aux Fauvoré. Donc elle apparaît aussi dans la Ratia des vaches de Cooley. C'est un texte qui date aussi du XIIe, XIIIe siècle. Et c'est une légende dans laquelle la reine Maeve du Cornort lance une attaque contre l'Ulster et son valeureux guerrier Cuchulainn. Dans ces textes, est-ce qu'on peut se rendre compte des attributs de la déesse ? Est-ce que c'est une déesse plutôt positive, négative ? Qu'est-ce qu'elle fait d'une manière générale ? Oui, dans ces 3 grandes batailles, clairement, c'est une divinité qui fait partie du contingent des Tuatha Dé Danann. Donc elle participe à la guerre et finalement, il y a très peu de déesses qui participent à la guerre et qui font partie de l'armée des Tuatha Dé Danann. Ce n'est pas une déesse qui se bat avec des armes comme les déesses gréco-romaines
qui ont un casque, une lance, etc. Elle se bat avec ses pouvoirs magiques, des sortilèges, des incantations, donc c'est vraiment une guerrière sorcière. Après, elle apparaît aussi dans d'autres textes en lien avec d'autres aspects, notamment la fertilité. C'est vrai qu'il y a de nombreux textes dans lesquels elle est associée au bétail, par exemple, donc elle possède des vaches, elle en vole, c'est d'ailleurs elle qui va déclencher la radia des vaches de Cooley en volant une vache. Ces aspects de fertilité se retrouvent aussi dans le fait que certaines légendes la décrivent en train de labourer un champ. Et puis la légende vraiment qui représente son aspect de terre-mère et de fertilité, c'est son accouplement au Daï à la veille de la seconde bataille de Moïtira au gué de Ushin. En fait, le Daï arrive. Il rencontre la Moriane qui a un pied sur chaque rive de la rivière, elle est en train de se laver les parties intimes, et il s'accouple dans cette position. Et ce qui est très intéressant dans cette légende, c'est que c'est le jour de Samhain, et Samhain est une des 4 fêtes celtiques, qui était le jour de l'an chez les Celtes. Donc on a la fin d'une année et le début d'une autre année, ce jour de Samhain. Dans toutes les mythologies, on a cet accouplement entre la déesse terre-mère et le dieu père-ciel, qui permet en fait le renouveau des saisons et qui permet la survie de la communauté. Donc clairement, dans cette partie de légende, elle représente cette déesse terre-mère. Tu as parlé de pouvoir magique tout à l'heure. Est-ce qu'on en sait plus sur ses pouvoirs et sur son aspect surnaturel à cette déesse ? Alors, elle a donc des pouvoirs magiques, en effet. Elle utilise des sortilèges, des incantations, et elle a un cri aussi qui est assez particulier puisqu'il peut faire mourir 100 soldats d'un coup. Elle peut lancer des brouillards et des pluies violentes de sang et de feu, voilà, qui immobilisent les soldats pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a aussi des pouvoirs polymorphiques puisqu'elle peut se changer en une très belle jeune femme, séduisante, tout comme elle peut aussi se transformée en une vieille femme hideuse, une hag en anglais, et elle a aussi des pouvoirs thérianthropiques, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en animal. Sa métamorphose la plus connue, c'est le corbeau, mais elle peut aussi se transformer en louve, en génisse, en anguille, et ça c'est notamment dans l'épisode de la radia des vaches de Cooley, lorsqu'elle attaque Cuchulainn sous ses 3 formes différentes. Tout à l'heure, dans la généalogie de la Moriane, tu as parlé des sœurs de la Moriane. Donc, elle avait 2 sœurs, selon certaines sources. Et on parle souvent d'une triple déesse. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la Moriane doit être considérée comme une déesse unique ? Ou est-ce qu'elle fait partie d'un triptyque de dieux, de déesses en l'occurrence, comme on peut le voir parfois dans la mythologie celtique ? La Moriane est à la fois une déesse unique. Clairement, il y a des textes dans lesquels elle apparaît où elle est la Moriane. Elle est seule. Mais elle fait aussi partie d'un trio. Après, on peut voir ça comme un trio, on peut voir les 2 autres comme ses sœurs, ou on peut les considérer aussi comme des multiplications de la Moriane, qui représentent en fait ses multiples fonctions et ses multiples facettes. En général, elle est associée à Boiv, le corbeau, et à Nemoine, qui représente tous les sentiments de panique, d'angoisse que l'on peut ressentir à l'approche de sa mort imminente. Et Nemoine est parfois remplacée par Mara ou par Féa, et ces 2 autres divinités féminines, elles représentent sa fonction de convoyeur des âmes vers l'au-delà, parce qu'on a des descriptions dans lesquels Mara, notamment, dévore les têtes des guerriers morts sur le champ de bataille. Donc on a vraiment cette idée de convoyeur des âmes vers l'au-delà, pour un renouveau dans l'au-delà. Ça nous amène à la question des sources. Tout ce que tu viens de dire, j'imagine que ça vient de la littérature médiévale, c'est-à-dire des textes qui ont été rédigés dans les monastères irlandais à l'époque médiévale, c'est bien ça ? Oui, exactement. Les légendes irlandaises ont été mises par écrit à partir du 7e siècle. Donc on a des textes en irlandais ancien, entre 600 et 900, et ensuite en irlandais moyen à partir de 900. Alors, je sais que tu as étudié la littérature médiévale, donc les textes écrits, mais aussi ce qu'on appelle la littérature orale. Je me posais la question, est-ce qu'on retrouve ce personnage de la Moriane dans la littérature orale ? Et peut-être que tu veux dire un mot sur ce qu'est la littérature orale avant de continuer ?
Oui, alors la littérature orale, qu'on appelle folklore en anglais, c'est la littérature du peuple, donc c'est une littérature qui n'est pas mise par écrit, qui se transmet en fait de génération en génération. C'est une littérature qui est extrêmement vivante, qui évolue énormément et qui est extrêmement riche, donc forcément très intéressante à étudier. Et cette littérature orale a été collectée à partir de la fin du 19e siècle pour être mise par écrit, mais elle vit encore, elle évolue encore, et avant la mise par écrit des légendes irlandaises à partir du 7e siècle, la littérature était orale, et elle a continué à vivre pendant cette littérature médiévale écrite. Donc on a vraiment deux littératures en parallèle qui ont continué à évoluer. Justement, donc la Mauriane dans cette littérature orale, est-ce qu'elle a la même place que dans ce que l'on sait d'elle dans les manuscrits médiévaux ? Dans la littérature orale, la Mauriane apparaît sous différentes formes, notamment sous la forme de la laveuse du guet. Alors la laveuse du guet, c'est aussi un personnage que l'on retrouve dans la littérature médiévale écrite et qui est associé en général à la Mauriane et à Boive. Et cette laveuse du guet, ce sont les soldats ou héros ou guerriers qui vont la rencontrer la veille d'une bataille au guet d'une rivière, et elle lave des armes, un chariot ensanglanté, et clairement c'est un présage de mort pour ce guerrier qui rencontre cette laveuse du guet. Il sait que ces armes ensanglantées qu'elle est en train de laver sont les siennes, et qu'il tombera à la bataille qu'il va mener. Et dans la tradition, cette laveuse du guet, c'est la Mauriane, c'est son nom, ou est-ce que c'est une interprétation qu'on a pu faire plus tard ? Non, la laveuse du guet est vraiment appelée Mauriane ou Boive dans la littérature orale. Et est-ce que c'est le même personnage que la laveuse de dépouille ? Oui, c'est exactement le même personnage, c'est ça. Cette laveuse de dépouille ou laveuse du guet détermine la destinée des guerriers et est un présage de mort pour eux. Et on a certains textes qui sont plus tardifs et qui sont très gore, si je puis dire, dans le sens où on voit cette laveuse du guet qui lave des morceaux du corps du soldat. On a des bouillons, des bouillonnements de sang qui giclent partout, etc. Donc c'est un personnage quand même assez violent, sinistre, morbide, mortifère. Est-ce qu'on a une idée d'où ça vient, cette aura, on va dire, sinon maléfique, au moins sombre ? Je pense que toutes les divinités ont une partie lumineuse et une partie sombre dans leur personnalité. Et puis c'est vrai que la Mauriane, qui est associée au fil des siècles de plus en plus à la mort, à la destruction, au monde des morts, eh bien dans la littérature orale, elle prend de plus en plus d'aspects maléfiques en lien en fait avec la peur et l'angoisse de la mort. Alors, on va continuer là-dessus. Tu as parlé de la comparaison avec la laveuse du guet ou la laveuse de dépouille, si tu veux. J'ai souvent entendu parler de rapprochement entre la Mauriane et d'autres figures du folklore irlandais ou du folklore européen, on va dire plus généralement. On la rapproche parfois, je crois, de la Banshee. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est la Banshee et éventuellement ce que tu penses de ce rapprochement entre ces deux figures ? Banshee, c'est un mot irlandais qui veut dire la femme Ban-Shee de l'autre monde. C'est un être surnaturel qui apparaît aux familles gaéliques lorsque un membre de leur famille va mourir. Dans la littérature orale, même si peu de gens l'ont vue, elle est décrite comme étant une vieille femme, souvent hideuse, avec des longs cheveux blancs, ce qui est le cas aussi de la Mauriane, qui est parfois décrite de la même manière dans certains textes. Elle est aussi caractérisée par son cri, c'est-à-dire que quand les gens ne la voient pas, ils vont entendre 3 cris terrifiants. Clairement, c'est à rapprocher aussi du cri de la Mauriane sur, par exemple, le champ de bataille qui terrifie les guerriers. Et enfin, la Banshee est appelée Boive, alors avec différentes prononciations selon les régions en Irlande, mais elle est appelée Boive, comme Boive Caha, le corbeau. Alors la seule différence, si je puis dire, entre la Mauriane et la Banshee, c'est que la Banshee n'est pas considérée comme étant un être maléfique et hostile. C'est-à-dire qu'elle est terrifiante, mais elle n'est pas hostile comme la Mauriane peut l'être dans certains textes. Et son cri est vu comme une lamentation funèbre pour la personne qui va mourir.
La laveuse du gué est aussi en lien avec les lavandières de nuit, qui sont des êtres surnaturels que l'on retrouve en Irlande, en Écosse, mais aussi en Bretagne. Et ces lavandières de nuit sont en général rencontrées la nuit, comme leur nom l'indique, et elles sont en train de laver un linceul, et ce linceul symbolise la mort de l'individu qui les rencontre. On s'est intéressé jusqu'à présent aux correspondances entre la Morrigan et d'autres figures du panthéon ou du folklore des traditions irlandaises. Est-ce qu'il y a des échos de cette divinité ailleurs dans le monde celtique, par exemple? Je pense évidemment au Pays de Galles. En effet, il y a un lien très particulier entre la Morrigan en Irlande et le personnage de Modron au Pays de Galles, qui est une déesse mère qui se retrouve dans les Mabinogi notamment. Et qui se retrouve aussi dans la littérature orale. Alors à la base, c'est vraiment deux personnages distincts. Mais à partir du Xe siècle, il y a des échanges très forts, des échanges culturels et des échanges entre les deux littératures irlandaises et galloises. Et donc on a des emprunts qui se font de l'Irlande au Pays de Galles. Et en fait, on se rend compte que Modron va prendre de nombreuses caractéristiques de la Morrigan. Pour donner un exemple, il y a un manuscrit qui date du XVIe siècle, gallois, qui emprunte deux légendes distinctes de l'Irlande. Deux légendes qui sont associées à la Morrigan et à Mara. Alors cette légende raconte que le roi Irien arrive au gué d'une rivière et rencontre la déesse Modron, qui est en train de se laver, et il s'accouple au gué de cette rivière. Clairement, c'est un emprunt direct à la seconde bataille de Moytira. La légende continue et explique que 9 mois après, Modron donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, et c'est aussi un emprunt direct du motif que l'on retrouve dans la neuvaine des Ulates, qui raconte que Mara donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, après avoir concouru contre les chevaux du roi, qui est son époux. Et dans la littérature orale galloise, Modron a survécu jusqu'au XIXe siècle, et on peut remarquer que dans certaines régions du Pays de Galles, Modron a été remplacé par une fée qui s'appelle Morgane. Et c'est aussi un emprunt direct à la Morrigan. Étymologiquement, il n'y a pas de lien, mais c'est une déformation en fait du mot Morrigan qui s'est transformé en Morgane. Et cette fée Morgane, c'est une fée des eaux. Elle possède un cheval magique comme Mara en possède un, et elle possède du bétail comme la Morrigan possède du bétail. Donc on est bien d'accord que Morgane et la Morrigan, étymologiquement parlant, ça n'a pas de rapport. Par contre, il peut y avoir des correspondances. Et je m'interrogeais justement sur la place de la Morrigan dans cette légende arthurienne. L'intermédiaire est clairement Modron, au Pays de Galles. C'est-à-dire que Modron a emprunté des aspects à la Morrigan en Irlande. On a cette fée Morgane qui apparaît déjà dans la littérature orale au Pays de Galles. Et c'est ensuite les conteurs bretons au XIIe siècle qui ont emprunté en fait cette fée Morgane pour l'inclure dans la matière de Bretagne. Et c'est vrai que la fée Morgane a beaucoup de caractéristiques en commun avec la Morrigan, puisque elle apparaît sous forme triple, elle peut se changer aussi en oiseau. Elle a aussi un cheval magique qui sort d'un lac et qu'elle offre à un héros, comme à Arthur. Et c'est la même chose en Irlande. Hein. On a Mara qui offre son gris de Mara qui est sorti d'un lac et qui l'offre à Cuchulainn. Et enfin, la fée Morgane tente de séduire un héros comme Lancelot. Lancelot la rejette. Et elle nourrit un sentiment de vengeance vis-à-vis de ce héros. Et c'est un motif que l'on retrouve aussi dans la littérature irlandaise, puisque quand la Morrigan, dans la Radia des Vaches de Cooley, tente de séduire Cuchulainn, il la rejette, et c'est comme ça qu'elle nourrit un sentiment de vengeance et qu'elle l'attaque par 3 fois sous différentes formes animales. En un mot, est-ce que les rapprochements qu'on a pu faire entre la Morrigan et d'autres divinités non celtique, est-ce que ça a du sens? Je sais qu'on a parfois pu comparer la Morrigan avec Lilith, avec les Lamia, avec les Valkyries, pourquoi pas? Est-ce que tout ça, ça a du sens? Alors, la comparaison avec la mythologie nordique et les Valkyries est fondée, puisque les Valkyries apparaissent sous forme triple. Ce sont aussi des déesses guerrières qui déterminent la destinée des guerriers, et elles prennent aussi la forme d'oiseaux.
Concernant la Lamia ou Lilith de la Vulgate, la comparaison est faite dans une glose qui apparaît dans 2 manuscrits qui datent du 9e siècle, donc c'est très ancien. La glose dit « Lamia est un monstre sous forme de femme, c'est-à-dire une Maurienne ». Et lorsque l'on étudie les caractéristiques de la Lamia, on se rend compte qu'il y a beaucoup de caractéristiques en commun avec la Maurienne. Lilith, c'est la première femme d'Adam, elle est chassée du paradis pour son insoumission, et elle se remarie avec Samaël, qui est un démon, et c'est un monstre nocturne qui se délecte du carnage, qui dévore les enfants. Elle peut prendre aussi la forme d'un oiseau. Comme la Maurienne, elle est en lien avec le monde des morts et la monstruosité. Tu me donnes une transition toute faite, tu viens de parler de la Bible. Est-ce que cette Maurienne a été christianisée au fur et à mesure du temps, ou à un moment donné de la littérature médiévale? Est-ce qu'il y a un équivalent chrétien? Et en parallèle de ça, ma question c'est, est-ce que l'interprétation romana a eu une influence sur la Maurienne? Est-ce que certains penseurs ou auteurs romains de l'époque ont essayé de comparer cette Maurienne à d'autres divinités? Concernant la christianisation de la Maurienne, il ne me semble pas qu'il y ait une sainte qui corresponde à la Maurienne, comme la déesse Brigitte a pu peut-être être transformée en sainte Brigitte. En revanche, son personnage, je pense, a clairement été influencé par la christianisation de l'Irlande, dans le sens où tous ces aspects néfastes et morbides ont certainement été exagérés par les moines chrétiens, puisque les moines chrétiens ont pu diaboliser certaines divinités païennes. Alors maintenant, concernant l'interprétation romana et l'épigraphie gallo-romaine et romano-britannique, on n'a pas du tout de correspondance entre la Maurienne et des divinités féminines sur le continent ou en Grande-Bretagne. On a certaines divinités qui ont cette épithète de Rigani, de reine, mais c'est simplement un épithète de souveraineté et ça n'a aucun lien finalement avec la Maurienne. On est parti de la littérature médiévale. Bon, on sait bien que cette littérature médiévale, elle reprend des éléments pré-chrétiens et elle les adapte à la sauce, on va dire, du Moyen-Âge. Donc on est parti de cette période-là, à partir du 7e siècle jusqu'à ce qu'on appelle la Renaissance. On a parlé ensuite des adaptations dans le folklore, dans la légende arthurienne notamment. Et ma dernière question concernera le monde contemporain. Est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour la Maurienne au XXe et au XXIe siècle? Est-ce que notamment les communautés néo-païennes se sont appropriées le personnage? Est-ce que les arts, la littérature irlandaise ou on va dire celtophile ou celtomane intègrent la Maurienne et de quelle manière? Alors la Maurienne inspire de nombreux artistes néo-druides aujourd'hui. Et on la retrouve dans la littérature contemporaine, notamment dans la fantasy mythique. Pour donner un exemple, on a Pat O'Shea en 1985 qui a publié un livre qui s'appelle The Hounds of the Maurienne, qui pourrait être un peu dans la lignée des Lewis Rowling. On a des enfants qui partent à la recherche d'une pierre pour délivrer la terre des forces du mal de la Maurienne. On la retrouve aussi dans les jeux vidéo de rôle aujourd'hui, notamment dans Dragon Age. Elle inspire aussi des artistes aujourd'hui et des infographistes, notamment Jason Jutin qui est britannique et Jessica Galbraith qui est américaine. Et dans les 2 représentations sur lesquelles j'ai travaillé, on a une Maurienne évidemment qui est adaptée à notre monde contemporain et tous les aspects néfastes sont mis de côté. On a une femme extrêmement belle et séduisante, aux yeux de braise, qui a adopté un style gothique. Donc elle est habillée en noir, elle a de la dentelle, et on a aussi un certain nombre de symboles néo-païens, comme le pentagramme droit, qui est notamment utilisé en sorcellerie néo-druidique et aussi par les gothiques. Et enfin, dans le néo-paganisme moderne, dans la sorcellerie moderne, il y a un certain nombre de prêtresses aujourd'hui, qui se disent être des descendantes de la Maurienne et qui proposent aujourd'hui soit des ouvrages qu'elles ont écrits dans lesquels on peut retrouver des incantations qui permettent de se mettre en contact avec la Maurienne,
qui propose aussi des workshops en ligne pour participer à des cérémonies néo-druidiques. Et en fait, là, on est vraiment dans la magie blanche et non pas dans la magie noire. C'est-à-dire que c'est une magie qui se veut bienfaisante. Et l'idée, c'est que la Morian devient une sorte d'allié, une sorte de coach personnel qui permet de nous bonifier, de nous développer personnellement. Pour terminer, je sais que le néopaganisme est parfois lié à des mouvances qu'on dit féministes. Est-ce que tu estimes que les mouvances néo-païennes et le féminisme de manière plus générale, c'est approprier le personnage ? En effet, il y a un lien très étroit entre le néopaganisme et le féminisme, notamment à partir des années 1960-1970, avec l'émergence des mouvements de libération de la femme. Et ce mouvement féministe qui s'est approprié les religions païennes s'est appelé The Goddess Movement, ou le culte de la déesse. C'est aussi appelé la Wicca féministe. C'est un mouvement qui a encore aujourd'hui beaucoup d'influence quand on y pense. Ce mouvement s'est réapproprié, a revisité les mythes anciens, les mythes païens, pour montrer que la déesse avait une place prépondérante et pour démontrer que ces religions anciennes avaient une structure matriarcale et non pas patriarcale comme les religions monothéistes et contemporaines. Et c'était aussi d'étudier le divin d'un point de vue féminin, ce qui s'est appelé la théalogie, non plus la théologie. On se réapproprie les mythes anciens, on les revisite à des fins identitaires et politiques de notre époque contemporaine. La Morian a une place dans ce mouvement féministe. Par exemple, on a une artiste américaine féministe, Jodi Chicago, qui a créé une installation artistique qui s'intitule The Dinner Party, qui a été créée entre 1974 et 1979. Cette installation met en scène une table en forme de triangle, donc en forme de vulve, sur laquelle il y a 39 couverts, qui représentent des femmes mythologiques et historiques qui ont marqué l'histoire. Et autour de cette table, il y a 999 noms de femmes qui apparaissent, et la Morian fait partie de ces 999 noms de femmes qui ont marqué l'histoire et la mythologie. La Morian a une place importante dans ce féminisme, ce mouvement de la déesse, et cette place est représentée par ces prêtresses contemporaines qui forment des groupes comme les Moriu's Daughters, les filles de la Morian, qui est une association de femmes qui regroupe des sorcières, des païennes, des chamanes, des druidesses qui sont dévouées à la reine fantôme. Un grand merci à Noémie pour cette interview. Comme d'habitude, des références pour approfondir le sujet. Je vous rappelle qu'une vidéo, c'est un événement, mais que le savoir est un processus sur le long terme. À noter que Noémie a publié sur le sujet, notamment 2 articles que vous retrouvez ici. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Slime.